Bonjour et bienvenue sur Objectif Mental, le podcast où l'on explore le coaching et la préparation mentale. Je suis Kevin et chaque semaine je partage des conseils pratiques, des interviews d'experts ainsi que des témoignages inspirants d'entrepreneurs, de sportifs et d'artistes. Mon objectif est de vous aider à débloquer votre potentiel pour performer en toute sérénité, que ce soit dans votre vie professionnelle ou extra-professionnelle. Je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour Edouard, est-ce que tu vas bien ? Salut Kevin, écoute, franchement, au top, au taquet. Trop bien, merci d'avoir accepté l'invitation déjà sur Objectif Mental. C'est marrant parce que comme je te disais en off, il se trouve qu'on avait travaillé dans la même startup Cubine, euh, tous les deux en tant que commercial, il me semble. C'est ça, alors c'était, d'ailleurs ma première expérience en tant que salarié, dans une start-up. Ma première expérience dans une start-up tout court en fait, Ouais, après ma carrière sportive, donc c'était, un moment de ma vie assez, marquant où j'ai rencontré de belles personnes, très inspirantes. Donc je pense au fondateur, de l'époque, ouais, qui est carrément. plus c'est plus lui d'ailleurs, il me semble. Non, Ça a c'est plus dû les deux, Adrien et Mathieu, ils sont plus. Il y a Ouais. eu diverses histoires, mais ils sont plus à la tête de Cubine, ouais. Et Mais heu clairement hyper et inspirant, ouais. donc ça, c'était un passage, ouais, dans ma vie important et c'était un bon moyen pour moi de rebondir dans une nouvelle page de vie après le sport. Bah, tu vas nous raconter tout ça. Donc ouais, on n'avait pas eu la chance de se croiser pendant l'aventure Cubine, mais je remercie Paul en tout cas. Je lui fais un petit clin d'œil pour la mise en relation. Alors, Edouard, tu as fait beaucoup de choses déjà dans ta vie, donc l'épisode va être riche. C'est vrai. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est tu vois, l'aspect mental dans ta carrière de volleyeur pro, ta reconversion en entrepreneuriat, donc notamment dans l'alimentation, qui a occupé là une bonne partie de ta vie et ta récente activité de Ouais. coach, de dirigeant et de... Alors je dis dirigeant principalement, mais c'est aussi de sportif peut-être à côté. Alors ça va être, d'entrepreneur, de dirigeant en effet dans un premier temps. Et c'est un public ensuite qui peut être plus élargi en effet jusqu'aux sportifs. J'en fais pas pour l'instant mon cœur de cible. Mhm. Mais en effet, je peux aussi accompagner des sportifs. Eh ben écoute, je te propose qu'on attaque. Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui te connaissent pas? Avec plaisir. Donc, bonjour à tous. Donc moi, c'est Édouard. Donc je suis ancien volleyeur de haut niveau. Donc j'ai fait ça pendant une bonne quinzaine d'années. Aujourd'hui donc, j'ai eu, d'autres casquettes en effet après le sport, même pendant le sport. Donc j'ai toujours adoré entreprendre. Donc, j'ai eu une expérience, d'ailleurs ma première expérience dans l'entrepreneuriat, ça a été de tenir un salon de thé café, pendant ma carrière. Donc, suite à un burn-out. On pourra peut-être, creuser, plus tard et quand je me suis, du coup, reconverti, donc j'ai lancé, une entreprise dans un premier temps donc Sport and Green qui, donc propose des repas sains adaptés aux besoins des sportifs, et donc j'ai terminé cette aventure malheureusement cet été, pour basculer vers de l'accompagnement de dirigeants et d'entrepreneurs, autour de la performance, pour les aider à trouver leur équilibre de vie, à la fois pro et perso, en intégrant, des routines qui leur conviennent pour, justement, tout simplement, trouver ce rythme qui permet d'être, serein, et de performer, in fine. Ouais, j'imagine que ton passé de volleyeur et d'entrepreneur sont des armes, enfin des outils en tout cas pour accompagner les dirigeants, quoi. Ouais, alors évidemment le sport de manière générale, c'est, une réelle école de la vie. Donc pour repartir loin, dans mes débuts dans le sport, donc moi donc je suis arrivé en France, j'avais 6 7 ans, j'ai une OK. mère, donc franco-serbe et un papa, anglais, donc j'ai la OK. double nationalité. De le nom de famille, je me Et disais, ouais, donc OK. Rowlandson, Rolandson du coup, à la française. Ouais, c'est ça. et heu et en fait quand, on est arrivé en France, dans le nord de la France, du coup, au Touquet, sur donc la côte, de la Manche, les belles plages du Nord, les plus belles plages de France. C'est là où d'ailleurs j'ai découvert mon plaisir pour le ballon et le volley, donc le beach volley même en particulier. Ma mère était volleyeuse, elle jouait en National 3, donc il y avait le club local, du Touquet qui avait une très belle équipe, féminine
et tout simplement, j'allais la voir jouer les week-ends et la semaine, je jouais dans le jardin avec mon père au rugby, OK. parce que lui, de la culture anglaise, c'est le rugby qu'il a eu aux universités. Chose que malheureusement, il y avait pas dans le Nord. Il y a pas de gros clubs, de rugby Mmh. et donc j'ai tout simplement rejoint le volley-ball qui est, le sport co par excellence. D'ailleurs, il me semble qu'on et plusieurs fois, on aime bien répéter que le volley, c'est un des sports, c'est même si ce n'est le sport le plus collectif de tous les sports co. Ah oui, c'est vrai? Pourquoi? Pour quelle raison? Ouais, Ouais, j'allais te demander. alors pourquoi? Parce qu'on peut pas la jouer perso. On peut pas garder le ballon. On dépend Mmh. automatiquement de son partenaire qui va Et du oui, coup, nous refaire une passe et sans sa passe, on peut pas être dans les bonnes conditions pour justement, mettre la balle au sol. Parce que remettre le ballon directement, de toute façon, c'est pas du tout efficace et donc il y a cette notion-là, par rapport à du foot où tu peux en effet dribbler tout seul si tu veux traverser le terrain. Au ouais. handball, c'est pareil, au basket, c'est pareil, au rugby, c'est pareil, au water polo, c'est pareil. Tu vois? Donc tu as vraiment cette notion de dépendre de ton partenaire, encore plus que d'autres sports co, ce qui est assez fort en fait, C'est heu, excellent, ouais, c'est vrai que je en l'avais jamais réalité. vu, ouais, vu sous ce prisme, mais c'est vrai que tu n'as pas Ouais, d'action, en fait, solitaire. Tu es obligé toujours d'être, tout à avec fait. tes partenaires. Ouais, excellent. Donc déjà d'un point de vue, en effet, management et du coup, esprit d'équipe, développement de cohésion, mentale avec donc ses coéquipiers, ça c'est assez puissant et donc évidemment l'expérience dans le volley apporte ça et donc pour revenir, sur le parcours, je ne sais pas si tu veux la version un peu plus longue, mais donc Mais on a le j'ai temps, fait hein, tout on le a le temps de on a le temps? ouais. Ça va. Donc, je disais donc que je suis issu du coup d'une famille quand même sportive. Le volley, c'est arrivé parce que voilà, naturellement, ma mère m'emmenait voir les matchs. J'étais dans une bande de copains. À chaque fois, ça se passait bien. On me proposait d'intégrer des sélections, d'abord départementales, puis régionales, puis rentrer en sport-études Mmh. et donc, donc à l'âge de 15 ans, c'est un peu la première décision un peu importante, au niveau de la famille où, on me propose de rentrer au pôle espoir de Lille, enfin à côté, c'est Wattignies exactement, Ouais. où en fait un pôle espoir donc ça regroupe, du coup les meilleurs de la région et donc tu en as plusieurs, répartis en France. Hem Et du coup, je quittais le foyer familial pour la première fois. J'étais donc, en internat et il y avait une seule condition que mes parents, à chaque fois appuyaient, c'était les résultats scolaires. Il fallait que ça continue, que ce soit Que ça stable, suive. Mmh. ça suive, voilà, merci et du coup, c'était hyper challengeant et donc j'ai énormément appris assez rapidement. Je parlais d'école de la vie. En fait, à 15 ans, je me retrouve en totale autonomie, à, devoir, apprendre ce que c'est, de vivre, en communauté avec Mmh. d'autres personnes que je connais pas. Je sors complètement de ma zone de confort, de ma bulle en fait, Mmh. du Touquet Paris Plage parce que donc pour le coup là, c'est vraiment une bulle en plus. Tu m'étonnes. Hem et donc déjà ça c'est un premier step et ensuite deuxième step, hem, où c'est devenu vraiment encore plus sérieux, on me propose d'intégrer le pôle France, donc à l'âge, donc c'est un an après, à 16 ans, donc à Montpellier. Donc c'est comme ça que je traverse la France et que je me retrouve, sur la côte méditerranéenne à Montpellier et du coup là, vraiment gros changement, changement de rythme, changement d'exigence. Ça a été, encore plus difficile au niveau d'ailleurs scolaire parce que le rythme est encore plus intense. Mmh. En fait, on a des journées, comme n'importe quel, étudiant ou quelqu'un qui passe son bac, donc tu vas à l'école, tu as tes premiers cours à 8:00, jusqu'à 16:30-17:00. Nous, on enchaîne, on a 20 minutes pour goûter. Hop, à 17:00, 17:30, tu enchaînes entraînement. Souvent, c'est à cette époque-là, tu as beaucoup de prépa physique. Donc c'est première partie prépa physique, deuxième partie, ballon. Donc tu faisais, des Mmh. sessions de 3 heures, en gros de 17 Ouais. Tous à les jours? 19 tous les jours. Ouais. Donc ça, en parallèle, les compétitions qu'il y avait plusieurs fois dans l'année ou qui te faisaient rater des cours, Mmh. tu vois? Donc le bac, moi, du coup, on avait les championnats d'Europe. Ça m'a fait louper 2 mois de cours, alors que j'étais vraiment en difficulté. Je devais rattraper mon retard,
Chose que d'ailleurs j'ai énormément pu faire avec les copains dans les chambres. Donc je suis arrivé en chambre, j'étais avec donc Luka Karabatic, qui est donc le petit frère de Ok. Nico, Hmm. donc handballeur, Ah oui, mais champion alors c'était olympique. en mix avec d'autres sports dans les chambres. C'était pas que des volleyeurs entre eux, quoi. Il y avait d'autres sports. C'est ça. En fait, il Ok. mettait donc il y avait les volleyeurs entre eux selon en fait les cursus scolaires. Donc Ok. ceux qui étaient en S étaient ensemble, ceux qui étaient en ES à l'époque, hein, parce que c'est plus ça aujourd'hui. Oui, Et oui, donc oui. moi j'étais en chambre, donc on était en S et du coup j'étais avec des tennisman aussi. Il y Ok. avait donc Luka qui était tennisman à l'époque, il était pas handballeur Ah bon, Lucas et Karabatic qui était tennisman d'abord? ouais, il s'est Ok. mis au hand, réellement à 19 ans. Alors il vient du hand, Ah ouais. de par Ok. son background, avec son frère, son père, tout petit, il était déjà dans le hand, mais il y a le tennis qui a fait en grande partie, partie de sa carrière sportive au départ et Ok. il s'est lancé vraiment à 19 ans, quoi. Donc c'était, une sacrée histoire aussi. On pourrait en parler des heures. Je l'ai eu, sur mon épisode de Oui, podcast j'ai aussi, vu. c'était sympa. Mais d'ailleurs, alors Hem, juste, excuse-moi, petite parenthèse, Vas-y. tu étais pro déjà à ce moment, enfin pas pro, mais tu étais rémunéré, tu avais un statut, quel statut avais-tu à ce moment-là? Alors là, non, quand tu es au Pôle France, tu es étudiant et tu pas Hmm, de ok, tu pas encore payé. Donc moi, j'ai quitté donc le Pôle France, à 18 ans d'accord. et l'issue du Pôle France, logique, c'est d'aller trouver son premier contrat pro, Mhm, donc dans un club, de 1re, 2e division, enfin, en tout cas, selon ce que tu es capable d'aller chercher. Moi, mhm, j'ai eu la chance de signer mon premier contrat, donc pas loin de Montpellier pour rester dans la région parce que j'étais rentré, en école de commerce, oui, à donc Montpellier, j'ai vu. à Montpellier, Business School, Mhm, qui ont un cursus dédié aux sportifs de haut niveau qui est assez incroyable et à l'époque, c'était encore le début, qui permet de gagner 2 ans de prépa, par rapport à une rentrée, plus classique. Tu passes quand même le même concours, donc tu es quand même, confronté, tu vois, aux difficultés de peut-être de choses que tu as pas apprises et cetera. Mais ils vont, surtout étudier tes soft skills, ta manière déjà de t'organiser, ta méthodo et cetera. Ce qui est la grosse force d'un sportif de haut niveau, à ces âges-là. Tu gagnes en maturité, assez rapidement et donc je rentre, dans une première promo, où on est 3 sportifs et là, je signe mon premier contrat pro à 18 ans à Sète, donc l'Arago de Sète, qui est un club, assez légendaire, du coup du sud de la France, qui a toujours été en première div depuis très longtemps et qui fait confiance aux jeunes, et c'était pour ça aussi que, j'avais choisi ce club-là. C'est que je savais que je pouvais rapidement avoir du temps de jeu et ce qui a été le cas assez vite en fait, à chaque fois ça allait très, très vite. Dès la première saison, 2 mois après, je me retrouve à être titulaire à l'âge de 18 ans, à remplacer un joueur qui en plus vient d'être champion de France, avec Paris, ah ouais. qui est étranger, donc pour qui j'avais beaucoup de respect, qui me mentorait même, du coup, pour m'aider à me lancer. Donc ça, c'était assez fort et à la fin de cette première saison, je suis appelé en équipe de France dans le groupe élargi, donc à pas encore 19 ans et en Waouh. parallèle de ça, je vais à l'école de commerce tous les jours, faire mes allers-retours Montpellier 7, pour essayer de rattraper le retard et donc tu vois, il y a quand même, un décalage tout de suite qui se crée avec les autres étudiants où toi, Hmm, tu es pro, tu es payé, donc à l'époque, tu es pas encore bien payé. Les mhm, premiers contrats en plus, on parle du SMIC, ok. mais tu es logé, tu es dans un cadre, tu vois, où tu as rien à faire, rien à penser, Un peu privilégié quand et même ouais, dans. ouais, Hmm, complètement privilégié hmm, hmm, et en fait, assez vite, j'ai cette chance de pouvoir jouer en équipe nationale et de rapidement, me retrouver sur le terrain en tant que titulaire de l'équipe de France dès le premier été, suite à des blessures des coéquipiers, devant moi, donc des personnes que j'admirais à l'époque et qui étaient d'ailleurs même en poster dans ma chambre. Donc je pense à Hubert waouh. Hainaut qui est un des meilleurs libéraux qu'on a eu en France avec, donc maintenant aujourd'hui, il y a Genia Grebennikov qui est champion olympique 2 fois, qui Ouais. arrivait, qui poussait déjà derrière au cul, quand Derrière toi, j'étais du coup. là, donc ouais, derrière moi, juste il a 1 an de moins que moi. C'est Ok. pour ça que j'ai basculé au beach. Non, non, je C'est un peu- C'était pas que ça, je pense, mais mais je comprends. non, non, c'est pas pour ça, mais en tout cas, oui, il était là déjà à pousser et puis aujourd'hui, il y a pas photo, c'est le meilleur, à son poste,
sans aucun doute. Et donc à ce moment-là, voilà, un rythme très, très particulier entre ma vie d'étudiant, ma vie de pro, ça va très vite, je suis en équipe nationale. Je re-signe un contrat pro cette fois parce que j'étais sur un contrat aspirant pro, ce qu'ils appellent Oui. quand tu es jeune, Jeune. où là tout de suite le salaire en plus, ça passe dans des sphères beaucoup plus intéressantes, entre 4 et 5 000 € net par mois, parce OK. que j'étais en équipe nationale. Mmh. Et du coup, là, donc là je tombe dans un rythme, voilà, très structuré, où j'apprends beaucoup, je monte pareil en compétences, en maturité. Je suis cadre de l'équipe avec d'autres super athlètes à mes côtés. Je pense à Benjamin Tognetti, qui est aujourd'hui capitaine de l'équipe de France de volley, avec qui j'évoluerai pendant 5 ans. Je joue avec d'autres joueurs étrangers, des joueurs hyper inspirants. Je pense à un Macédonien qui est arrivé, qui lui gagnait de l'argent et versait les 3 quarts de son salaire à sa famille. Waouh. Ce genre Ouais. d'expérience où toi, quand tu es jeune, ça te touche beaucoup. Ouais, bien sûr. Hem et donc ça te marque forcément. Et en fait, malheureusement, au fil du temps, je tombe dans une certaine routine. OK. Donc pour revenir un peu sur le sujet là un peu de l'équilibre mental, du bien-être, de l'épanouissement, Mmh. j'étais tombé dans un train-train où le poste auquel j'évoluais était, pas réellement celui qui me faisait vibrer. OK. Donc vous savez, le Tu volley, libéraux, toi, hein? on a Ouais. exactement, je Ouais. jouais libéraux. Mmh. C'est le joueur qui est responsable de toutes les actions défensives, toutes les actions de réception des services. Donc il participe jamais aux actions offensives. C'est comme le gardien de foot. Donc il est, hyper important évidemment, mais on va dire, il va avoir une sphère d'action très spécialisée, où tu vas pas, sauter, tu vas pas servir, tu vas pas attaquer. Et donc il faut accepter cette, notion-là et cette frustration que ça peut peut-être générer si tu as pas été habitué à faire ça pendant, toute ta vie. Moi, j'étais jeune, j'ai participé à tous les Ouais. postes, en fait, hein. Mmh. Mais de par ma taille, faut savoir que le volley, c'est un sport, de grands, Oui. comme au basket et forcément, je pouvais pas forcément, aspirer à faire du très haut niveau international, avec mes 1,90 m qui sont Mmh. déjà grands pour la normale, mais qui sont C'est ce que j'ai petits dans ce monde-là, ouais, ouais, je comprends. OK. tu vois? Et du coup, le poste de libéraux, en anglais, me suitait bien, il m'allait bien, tu vois? Et donc je performais, à ce poste-là, sauf que dans ma tête, ça commençait à être difficile et je commençais à regarder de loin le circuit de beach volley, donc D'accord. un circuit en marge qui fait partie de donc la même fédération française, mais qui est un circuit comme le tennis, donc comparable, à l'ATP. Ça se joue, par paire, Mmh mh. comme le double. Et tu as donc tout un tas de tournois sur l'année avec, des grands chelems, des Open, des challengers, tu vois? C'est le même style de tournoi qu'au tennis. Chacun rapporte des points, des prize money, tu es indépendant dans ta manière de gérer ta carrière et du coup, tu as cette notion aussi internationale parce que tu voyages forcément, aux 4 coins du globe. Et donc, tu es entrepreneur aussi, dans ta carrière, dans ta manière de gérer ta carrière sportive. Et ça, c'est un truc qui m'attirait. Tu vois? De loin, je regardais ça. Quand tu es dans le sport co, comme le volley ou autre, foot, basket, hand et cetera, tu es suiveur. Tu appartiens, voilà, à une équipe. Mais voilà, les actions, finalement, elles dépendent parfois beaucoup des autres, même dans les choix de stratégie, de tactique et cetera. Mmh. Et dans ta gestion et la gestion du beach volley, c'était vraiment différent et ça m'attirait et donc j'ai tout simplement décidé de basculer au beach volley alors que tout se passait très, très bien OK. dans le volley. Tu aurais pu Donc continuer ta carrière, professionnelle dans sans le volley problème, ouais. classique, OK. C'est un vrai choix, OK, J'ai de C'est un discipline. vrai choix d'épanouissement. En OK. fait, j'ai même eu financièrement une super proposition, qui fait toujours drôle, quand j'en parle. C'est que j'avais vraiment sur la table un contrat de 100 000 € pour OK. aller jouer en Pologne, qui fait partie des gros clubs, enfin des gros championnats en OK. Europe, que j'ai refusé pour justement, me lancer dans le beach et rêver des jeux olympiques à Rio 2016. C'était vraiment ma target, OK. où mon objectif, c'était donc de faire les jeux,
de Rio 2016 à Copacabana, en partant vraiment de rien. Donc, il n'y avait pas de structure fédérale. À l'époque, tu avais une ancienne paire française qui s'était démerdée elle-même aussi. Du coup, tu avais vraiment un contexte qui n'a rien à voir avec ce que j'avais vécu avec le volley en salle. Ouais. Où là, c'est je me démerde, c'est bootstrap, c'est mode startup, mais dans le sport. Ouais, ouais, OK. Ouais, ouais, tu pars vraiment, avec peu de moyens, quoi, en fait, OK. Exactement. Donc, j'ai dû trouver un peu un coach, qui a été Stéphane Canet, donc le dernier à avoir joué aux Jeux olympiques à l'époque, donc c'était à Athènes, qui avait vraiment une grosse expérience. J'ai dû trouver un partenaire que j'ai dû dénicher dans le volley, donc j'ai un peu envoyé, des tu vois, des appels à candidature Ouais. pour venir, participer au projet olympique de Rio 2016, en beach volley. Et donc c'est Youssef Krou, donc qui était à Cannes à l'époque, qui, a été super motivé et moi j'avais juste eu des recos, comme quoi il était pas mauvais dans le sable et puis bam, on a démarré comme ça Trop et bien. en 1 an, on est allé de la 120, je crois que c'était plus 130e mondiaux au top 30 en 1 an OK. OK, et waouh. alors tu vois? Et personne n'y croyait et on s'est construit vraiment tout seul en maîtrisant vraiment notre planning, et notre vision, tu vois? De style d'équipe et de ranking qu'il fallait atteindre pour participer au jeu et c'était un peu ça, c'était vraiment la période de ma carrière la plus intense parce que, il y avait cette, attente des jeux olympiques, que je m'étais moi donnée, qui Mmh. maintenant avec le recul, peut-être que j'aurais moins mis de pression, sur l'objectif et plus de focus sur le chemin, tu vois? Mmh. Bien sûr. Hem et la fédé à l'époque clairement ne croyait pas du tout au projet. Et en OK. fait, il a fallu qu'on se retrouve dans le top 15 mondial. Du coup, c'était 12e, pour, avoir un peu de suivi, tu vois? De financement et d'intérêt et allez, vous allez y arriver et cetera. Alors c'est à ce moment-là que je me blesse, OK. et donc ça a été, très difficile. Donc, c'est comme ça que du coup on rate les jeux à 2 places. OK. Donc on finit 17e mondiaux et c'était les 15 premiers qui partaient aux jeux alors qu'on était largement, en place, pour le faire et c'est là où je fais un burn-out. Donc, OK. Donc là j'explose mentalement. tu te blesses et c'est bon, c'est à cause de la blessure, en fait, que vous vous qualifiez pas et là, à partir de là, mentalement, ça devient difficile? Ouais, en fait, dès que j'ai eu cette blessure, donc c'était 1 an avant les Jeux et c'était pendant les championnats du monde, aux Pays-Bas. Je savais que c'était compromis, mais je savais que j'allais pouvoir revenir, pour, peut-être 2 mois avant la fin de la deadline de la qualif aux Jeux et qu'on allait avoir 2 mois pour, rattraper le retard que les équipes, ont grappillé, pendant notre absence Mmh. et donc, en fait, c'est dans la rééducation qu'on s'est tous mis la pression, donc entre staff, donc mon entraîneur, mon partenaire, tu vois? Tout l'entourage et ça a commencé à créer des grosses frictions, entre coach et coachés OK. et vraiment beaucoup de tensions et à la fin, en fait, plus personne n'arrivait à s'exprimer. Moi, mentalement, j'arrivais plus à aller m'entraîner, sereinement et donc à la fin, j'ai complètement explosé. Je voulais plus voir un ballon de volley et donc OK. dès qu'on a À ce eu, point-là? l à ce point-là, ouais. Ouais, ouais. Ah ouais. C'est-à-dire que c'était je crois que c'était le 21 juin. 21 juin, on savait que donc il y avait le ranking qui était figé. On était 17e. Il y avait pas de jeux olympiques. Du jour au lendemain, j'ai dit: «Je suis désolé, je finirai pas la saison. J'arrête. J'arrête, je mets en pause, le volley, le OK. beach volley, le ballon». Waouh. Et avec ma femme, du coup, je dis, «Moi, ma passion depuis toujours, c'est la montagne. Je kiffe la montagne. À chaque fois que je OK. vais en pause pour justement, prendre du recul, prendre de la hauteur pour le coup au sens propre et au sens Ouais. figuré, Oui. c'est, en montagne et donc à l'époque, j'avais acheté un appartement qu'on avait retapé, aux 2 Alpes Excellent. et c'était un peu mon cocon, tu vois? Je kiffais aller là en intersaison, de beach et tout, pour faire de la randonnée, du ski de rando, découvrir l'alpinisme et je découvre ce milieu-là où je me dis: «Waouh, mais ça, c'est là où je suis bien». Et donc avec ma femme, je dis: «Viens, on essaie de faire une saison, là-bas» et en fait, on va dans un café
donc vraiment un café à la française. Et donc on prend un café, ouais, sympa, bonne ambiance et la proprio, on discute, elle nous dit: «Ah bah, on vend le fonds de commerce» OK. et donc là je fais: «Waouh!» Je regarde je regarde ma chérie, je regarde Laurie du coup, et là en fait en 2 secondes je dis: «Bah, on est intéressés». C'est vrai? Ah ouais, ça s'est passé aussi vite? Et en fait Laurie, ma chérie, elle me regarde, elle fait: «Qu'est-ce que tu fais? Mais franchement tu déconnes, et je fais: «Oui, oui, on est intéressés». En fait, on avait un peu de cash parce qu'on avait revendu, une petite maison de village, du coup qu'on avait retapée. En parallèle de ma carrière de volley et de beach volley, on a toujours adoré faire de l'immobilier et de Mmh. rénover et ça fait partie, d'ailleurs d'une autre expérience entrepreneuriale que j'adore porter aujourd'hui et donc j'ai du cash et on achète cash le fonds de commerce. Heu, Tu vois? Waouh. Mais le truc, l'erreur, c'était vraiment la première fois que je fais une opération comme ça dans l'entrepreneuriat. Je vais même pas voir une banque. On est à 120, je crois que donc on avait 120 000 €. Et tu On l'achètes dit: cash, «Bah, quoi? c'est combien?» Et on achète cash, n'importe quoi. Mais à C'était l'époque, il y a osé, cette c'était osé. insouciance. Ouais. Ah ouais, mais en plus, tu vois, on avait personne dans notre entourage pour dire quoi que ce soit. En plus, on n'osait pas trop en parler parce qu'on savait qu'on allait se faire, certainement influencer, dans un autre sens, tu Ouais, vois? ouais, bien sûr. Et en fait, ça se fait 2 mois après, ça y est, on a les clés. On est moi, je suis sur la terrasse avec les anciens proprios qui nous aident, qui nous forment parce que zéro expérience dans la Oui, restauration oui. Mmh. et heu et du coup, les premiers coups de jus, c'est parti. Donc le concept, c'était salon thé café, petit déjeuner, brunch, goûter, esprit familial, tu vois? En Ouais, station de ski aux 2 Alpes et tous les hivers, c'est blindé et tu travailles 7/7 pendant 4 mois. ouais. Et du coup, là, franchement, pendant du coup 2 ans et demi, ça aura duré. Je touche pas un ballon de volley, je vis ma meilleure vie, C'est vrai? avec ma femme. Ouais, je te jure, donc en parallèle, j'ai cette chance de pouvoir partir rapidement en montagne, d'aller skier, de profiter dès qu'il y a des bonnes conditions et comme j'avais besoin de ce Mmh. challenge, sportif qui me manquait, j'avais le challenge du coup du café, Ouais. bah, j'ai décidé de passer mes formations pour essayer de devenir, moniteur de ski Ah, en plus, c'est et vrai? donc en parallèle du truc, donc OK. ma femme était super, sympa évidemment. Elle me laissait, quand il y avait pas grand monde, au café, bah, aller au stade, donc de piquet, ils appellent ça. Ouais, ouais, ouais. Donc les petits qui font du slalom, tu sais, à l'ESF Ouais, je vois et très bien, ouais. ben, Mmh. donc eux, ils sont issus de la montagne. Moi, j'arrive, 1,90 qui a fait du volley, qui est sur les skis. Alors j'étais sur des skis très tôt, faut quand même, le dire, mais je suis pas de la montagne. Donc moi, Ouais, ouais. j'arrive, plein de détermination. Avec les skis, faut imaginer la combinaison, tu sais, moulante avec les protections et puis je me mets derrière et bam et j'enchaînais pendant 45 minutes non-stop Trop et je marrant. redescendais, boum, j'enchaînais au café et on a fait ça pendant 2 ans et demi jusqu'à ce que je reçoive un coup de fil de la fédé et qui me dit, «Voilà, c'est le projet, Tokyo 2020 en cours. Il y a pas de OK. paire, française en lice, pour se qualifier. Est-ce que ça te dit peut-être de revenir?» Et Attends, mais c'est faut l'histoire de imaginer c'est le l'histoire truc. d'un film, ça, c'est fou. Mais attends, tu Ouais, t'arrêtes, OK, waouh, pour le coup, vraiment un burn-out parce que si tu passes tu vois, un peu ouais, d'un entre guillemets «d'un cocon» où tu joues dans un club pro, tu es en équipe de France, je crois que tu as plus de 50 sélections. Donc entre guillemets, tu es quand même un peu ouais. une star du volley. Tu vas faire des cafés, en gros, après parce que C tu en as marre et on te rappelle pour que tu reviennes quand même, en équipe de France faire du beach volley, quoi. Ouais, alors après l'équipe de France de volley, donc je suis allé quand même au beach volley. Ouais, Donc il y a eu cette phase de beach volley importante et pareil, donc là, ça se passe très bien, avec mon partenaire, on a stabilisé un ranking dans le top 20 qui te permet de vivre du coup, parce que tu OK. fais assez de prize money et donc pour parler, du coup chiffres, dans le top 20, tu peux espérer entre 30 et 50 000 OK. par tête. Ce qui permet quand même de vivre et Mmh. après, bah, si tu peux, tu as des sponsors privés et la fédé qui commence à t'aider, qui te paye des frais de déplacement et là, du coup, OK. ça devient un engrenage positif qu'il faut pas perdre, en fait et moi, j'ai fait Mmh. un peu la connerie de l'époque, maintenant avec le recul, c'est comme ça, mais de pas garder cet engrenage, Ouais. en fait et de faire le burn-out, de tout couper et en fait, de faire cette expérience, en montagne et dans un café qui est une expérience
incroyable et en fait, le parcours, si je devais le refaire, je ferais la même chose, Ouais. tellement j'ai appris des choses mais par contre, voilà, quand on me redemande de revenir au beach volley, bah, je dois repartir de 0, et donc je réaborde si tu veux, la dernière page sportive courte, malheureusement, de Tokyo 2020, avec plein de recul parce que j'aurais pas fait ça pendant 2 ans. Voilà, j'ai vécu, ce que c'était de travailler vraiment, Ouais, la carrément dans le vraie vie, café. en Ouais, fait. ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et chose que j'avais pas vécue avant, tu vois? Donc c'était ma Mmh. première expérience, de travail, autre que le sport Est-ce que, et dans le sport de la ta phase de sport de haut niveau quand tu étais pro, il y a eu, ce moment de burn-out et est-ce que tu as eu des moments de souffrance? Tu vois, des moments de souffrance physique, mentale où on entend quand même beaucoup ça dans le sport de haut niveau que c'est un moment, tu sais, peux plus, quoi? ouais, ah bah, complètement, c'est l'histoire de ma carrière. La souffrance, physique et mentale, il y a un sujet, là-dessus qui est, vachement estompé, par les médias, tu vois? C'est un peu tabou. Et ça a été d'ailleurs le pourquoi du projet Sport& Green. Mmh. Pendant mes années de sport, je me suis retrouvé à abuser des antidouleurs, des médicaments, justement OK. pour traiter des problèmes d'inflammation, des problèmes de dos, donc des hernies discales, des problèmes de tendinite au niveau des genoux, au niveau alors pas des épaules, j'ai eu la chance parce que j'étais épargné, de par mon poste, mais de nombreuses blessures en fait que tu te retrouves à traverser par ce mindset où, bah, tu es prêt à tout pour performer. Tu OK. es prêt à flirter, en fait, avec la douleur. Tu vas vraiment, flirter avec ta limite. Tu te connais par cœur, mais tu sais que tu es dans le rouge à chaque fois et que de 1 à 10, en fait, tu t'es habitué à une douleur de 6-7 quand, on va dire, le commun des mortels, avec cette douleur de 6-7, il s'arrête. Ouais, ouais. Hem et toi, en fait, c'est devenu, en fait, ta normalité et donc, bah, on te recommande de prendre des anti-inf à côté parce que c'est aussi la normalité du traitement des sportifs. OK. Un sujet qui touche un sportif sur 3 aujourd'hui, heu, monde amateur, confondu. Hem, il y a un autre chiffre qui est assez abusé, c'est 500 millions de boîtes de paracétamol vendues chaque année, Ouais. dans toutes les pharmacies. Et ça a été vraiment, ouais, le point de départ de ma mission aujourd'hui, qui est de chercher aujourd'hui une solution, saine et durable pour, bah, traiter les problèmes à la base inflammatoires et en fait même plus général encore de ce bien-être, de cet équilibre mental et physique. OK. Donc je me suis mis à chercher plein de routines, j'ai intégré plein de routines saines, heu, au travers de méditation, de yoga, tu vois? Pour Carrément. travailler, la gestion du stress. Des aspects qui, au départ, à l'époque, moi, me faisaient bizarre, tu vois? J'étais pas quelqu'un qui était très ouvert, tu vois? La méditation, les premières fois, j'étais là: «Waouh, mais j'ai 10 000 pensées à la seconde, heu, Ouais et je puis craque au bout de je 10 pense que quand tu secondes». es pro, je pense que la méditation, tu vois ça peut-être, comme quelque chose de perché. Enfin, en tout cas à l'époque, quand Ouais, maintenant ça a changé, ouais. mais à ton époque, c'était, différent. Complètement. C'est clair que ça a beaucoup évolué dans le bon sens, Mmh. mais à l'époque, voilà, moi, j'étais encore assez, fermé, mais je me suis complètement ouvert à ces pratiques-là. Donc je testais, j'étais vraiment en mode laboratoire, tu vois? Et donc mon corps était, le laboratoire de test et petit à petit, en fait, je commençais à avoir vraiment des retours bénéfiques sur, bah, mes séances de yoga, de méditation, de mobilité articulaire, je réduisais ma prépa physique avec des charges lourdes. Je prenais le temps de couper quand il fallait vraiment couper, d'arrêter de penser au beach tout le temps Mmh. et tu vois, je trouvais petit à petit mon rythme et au bout d'1 an et demi, en fait, j'ai divisé par 3 ma consommation de médoc, OK. avec un pilier fort qui était celui de l'alimentation qui a joué un rôle hyper important et je me suis beaucoup, du coup, rencardé sur, l'alimentation anti-inflammatoire où, bah, j'allais chercher des aliments qui donc privilégient la provenance des nutriments, riches justement, en antioxydants. OK. Par exemple, en minéraux, en oméga 3
et tout ça, c'était des sujets que je maîtrisais pas du tout. Donc j'étais entouré de diététiciens, de médecins qui m'ont pas mal conseillé là-dessus. Et, et c'est comme ça que vraiment le projet Sport and Green a pris forme. Donc ça a été un vrai projet avec du sens. Donc je l'ai fait vraiment avec quelque chose d'hyper sincère, peut-être un peu naïf, tu vois. Là, avec le recul, avec mon expérience de cet été où tu as la réalité du business en parallèle qu'il faut Ouais. essayer de comprendre et de gérer. Et donc ce projet, je le lance donc sur ma fin de carrière où donc à l'époque où je pensais pas arrêter. Et donc c'était pendant le Covid en 2020. Tu vois, il y a eu le premier confinement, je brainstorm tout seul dans ma chambre et je commence à réfléchir au concept et boum, je crée les statuts de la boîte et je réfléchis à un premier produit. Et ça a été d'abord une gamme de compléments alimentaires. Donc, OK. dans les routines que j'avais installées, il y avait des actifs naturels qui étaient très intéressants pour soulager l'inflammation. Donc, à l'époque, il y avait du CBD, de la phycocyanine, de la curcumine. Donc, OK. ce sont des actifs issus de végétaux. Euh, et ça, c'était une première gamme de compléments que j'ai lancée, vraiment en parallèle du coup des premiers jobs de salariat que j'ai eu quand j'ai arrêté le sport. Mmh. Et ensuite, au bout de 2 ans, donc j'avais créé un site internet, je vendais ça à mes proches. C'est l'alimentation qui était devenue de plus en plus intéressant. Les gens posaient plus de questions là-dessus. Et en fait, c'est vers l'alimentaire qu'on s'est tourné et où on a pivoté en fait vers un concept de livraison de repas Oui. sain et personnalisé du coup pour nos clients sur Montpellier. Et pendant 1 an et demi, donc là, depuis 1 an et demi, j'étais sur ce projet, à livrer moi-même avec mon camion frigorifique, des Excellent. plats pour, des sportifs de haut niveau de Montpellier. Donc c'est des joueurs de foot, de Montpellier, des joueurs de hand, de OK. Montpellier, de rugby aussi et des clients actifs, donc des salariés d'entreprise ou des entrepreneurs. Ça a été une belle expérience de vie aussi, d'entrepreneuriat et d'apprentissage, parce que donc malheureusement, l'issue par rapport à ce projet, c'est que j'étais pas rentable, Ouais. malgré des chiffres en croissance sur, donc après 1 an d'activité, on était à 75 000 € de chiffre d'affaires, mais on perdait 40 000 €. Du Mmh. coup, c'était pas viable Ouais. et donc je pouvais pas tenir plus, dans cette situation. Mais la question que je me pose, c'est quand tu étais, pro au volley, il y avait pas des nutritionnistes qui s'occupaient de ça pour vous? De justement de regarder ces aspects anti-inflammatoires et cetera, d'anticiper en fait, mais via l'alimentation? Dans les clubs ou en équipe de France, tu Alors, vois? Parce que quand même, ouais, c'est un peu la base de l'alimentation, dans le sport. ouais, c'est fou parce que ça paraît tellement la base que la réalité non, mais tu as un décalage entre le côté sensibilisation, heu, qui peut être là, assez tôt parce que même jeune, quand tu es en pôle France, on t'en parle, mais c'est pas j'ai pas l'impression que c'est pris vraiment au sérieux. Mmh. En tout cas, quand tu es jeune, tu as pas l'impression que c'est si important que ça parce qu'en fait, entre 18 et 25 ans, tu peux te permettre de mal manger, de sortir, de boire de l'alcool et d'être performant le lendemain. Moi, je te jure, j'ai des histoires où dans ces âges-là, donc quand j'étais en club, et aussi en équipe nationale du coup, mais là, c'était du coup plutôt en club, où on était une bande de jeunes, potes, du même âge. On était 3-4 un peu insouciant, talentueux, donc du coup, on était titulaires et tout ça. Et la semaine, donc moi, j'avais ma vie étudiante en plus, je sortais le jeudi soir et on se mettait une caisse le jeudi soir. On jouait le samedi soir à un match de championnat et on se faisait repérer d'ailleurs par des personnes du club qui nous avaient vus en boîte. Ah ouais? On se pre donc à Montpellier, tu vois? Et on se faisait repérer. On prenait avertissement des dirigeants, tu vois, avec amende, du coup, financière. Et si on performait pas, et là, on se prenait, Ah ouais. le Mmh. coup de fusil, OK. juste derrière et on se tirait la bourre entre les 3, tu vois? Pour dire à quel point c'était une insolence, hein.
et on était très, très bons et on Ah était, ouais. moi, combien de fois j'ai fait homme du match, bah, en étant sorti la semaine. Enfin, c'est tu vois? Les histoires comme ça dans le volley, je peux t'en raconter des tas et Mais c'est ce qui fait peut-être aussi la force de l'équipe de France de volley aujourd'hui. ah ouais, tu as des histoires là-dedans? Ouais, bah, là, c'est la génération, je te parle de la génération, Ngapeth, Tony Uti, et Ouais. cetera. Donc ça, eux, ils sont tellement soudés parce qu'ils ont vécu plein de choses, Mmh. depuis des années. C'est une génération qui joue au volley ensemble depuis plus de 10 ans et forcément, ils ont énormément mûri avec l'âge et bah, donc quand tu deviens aussi père de famille, ça change tout, tu vois? Mais tu vois, ils ont tellement traversé de choses ensemble que ça peut expliquer la cohésion du groupe aujourd'hui. Ouais, ouais, ça c'est aussi en dehors des terrains que tu formes, un collectif, quoi. Ouais, c'est ça reste, un cliché, mais c'est la réalité. Après je dis pas il faut absolument, se mettre une caisse pour, créer Ah du bien sûr. lien avec, ton équipe. Bien sûr. Mais voilà, une fois de temps en temps, ça fait pas de mal, en fait. Ça fait Mmh. vraiment pas de mal et même maintenant dans le rythme de vie que je me suis donné, j'ai une philosophie où, bah, 80 de mon temps, j'ai un une rigueur, une discipline, tu vois? Alors pas stricte, mais quand même, tu vois? Très qualitative et saine Mmh. et 20 de mon temps, c'est la marge de justement de relâchement, de lâcher prise qui vont passer par ces moments avec les proches, un barbecue avec l'apéro et juste d'être dans le moment présent et de pas penser forcément aux trucs, trop extrémistes, dans l'hygiène de vie, tu vois? Et ça permet là, pour le coup, d'avoir un équilibre, qui est durable Ouais, de et pas moi, de donc se ça créer de frustration, en fait et à long terme, c'est tout à fait. plus tenable, ouais. Mmh. Sur le long terme, combien de fois, enfin, tu as des personnes qui craquent parce qu'elles se sont dit: «Je vais me faire le programme de la mort, pendant 6 mois» et en fait explosent au bout de 6 mois. C'est un peu l'état dans lequel je me suis retrouvé après l'Olympiade de Rio. En fait, j'étais tellement à fond, tu vois? Et tu exploses et tu tiens pas dans la durée. Mmh. Et ce que je respecte pour, tu vois, revenir sur cette période de beach volley, et les moments que j'ai vécu avec mon partenaire Youssef, bah, c'est là où j'ai énormément d'admiration pour, Youssef Krou, qui a donc participé aux Jeux olympiques de Paris 2024 Ouais. parce qu'il a réussi à trouver son équilibre qui lui a permis de tenir. Il a tenu, tu vois? Malgré mes absences, où j'ai, décidé d'arrêter le projet, donc je l'ai laissé en plan à ce moment-là, tu vois? Ouais. Et du coup, tu vois, c'était très égoïste de ma part. Je suis revenu, je rejoue avec lui pour Tokyo et je décide, parce qu'à l'époque de Tokyo, du coup, on parvient pas à la qualif, de Tokyo non plus, Mmh mh. parce que lui se blesse à son tour et donc c'était pas Ah, moi, donc c'est lui qui se blesse, ouais, c'est vraiment pas de chance, qui quoi. qui, La fois d'avant, c'était toi et celle d'après, c'était ouais. lui, vous avez pas de chance, quoi. Et lui se fait une grosse blessure à l'épaule et donc là, c'est carrément un truc de 1 an et demi et en fait, j'ai pas pu l'attendre parce que financièrement, j'étais Ouais. en difficulté Mmh. parce qu'il y avait plus de prize money et j'avais déjà mes 2 filles. Je venais d'avoir 2 filles. J'étais le seul papa de tout le groupe France. J'étais logé dans un Crêpes, où je remontais, quasiment 10 ans en arrière, Ah ouais. Un pôle tu vois, avec des espoir, étudiants ouais. qui ont 16-18 ans, tu vois? Mmh, mmh mh. Et moi, j'étais papa dans des chambres, où tu écartes les bras, Ouais. tu touches les murs Ouais. et je Sur un lit voyais pas mes superposé, filles quoi. et hein? Tu es sur un lit superposé, quoi. Et ouais et tout ça pour pas ramener d'argent à la maison et pas voir tes filles grandir, Ouais. heu et tout ça pourquoi, en fait? Pour essayer d'atteindre le graal des jeux olympiques Mmh. et j'étais là: «Non mais c'est pas possible, je peux pas». Enfin, c'est quoi le sacrifice en réalité que je suis en train de faire là? Mmh. Je sacrifie ma vie de famille, me de la relation, père-fille, que je que je veux privilégier, protéger, dans mes valeurs, que je vois, tu vois, au travers de d'autres sportifs, se détériorer parce qu'ils ont, ces objectifs sportifs tellement en tête et je vois donc des divorces ou des trucs où les pères, ils voient pas leurs enfants grandir, parce qu'ils sont à l'autre bout de la terre. Parce que dans le beach volley, il faut savoir que tu es quand même 6 à 8 mois en déplacement, dans l'année. Ah oui. Ah oui. En fait, je j'aspirais pas à cette vie-là encore, si c'est pour, me retrouver encore, en plus de ça,
en galère financière. C'était Ouais, pas je comprends. possible Mmh. et donc j'ai arrêté, ma carrière comme ça, quoi. Donc ça a été assez dur ça. Ouais, je comprends, c'est une fin, particulière pour toi, et peut-être d'où l'entrepreneuriat où tu as basculé ensuite, là-dedans parce que ça te remettait peut-être dans un autre cycle, en fait, Ouais, bah, le truc, c'est que j'ai même pas cherché à comprendre. J'étais tellement dans une nécessité de trouver un travail Mmh. que en fait, j'ai rebasculé, sur d'autres projets pour pouvoir me pencher sur autre chose et vite, switcher, parce que ça, c'est un terme qu'on utilise dans le mode, C'est prépa vrai. mentale, c'est switch sur le Ouais. terrain d'ailleurs, avec Youssef, c'était un des mots, dès qu'on perdait un point ou qu'on transformait pas un point, c'est switch de Tu peux suite, tu expliquer un peu, passes ouais, à le switch? J'ai entendu parler, c'est quand tu essayes, je pense, de ne pas t'attarder sur une erreur, par exemple, c'est ça? exactement. Alors pour te donner un exemple assez concret, dans le monde du beach volley, en gros, quand donc tu as le service, tu es en bloc def, et donc bloc défense, donc c'est-à-dire que tu sers et tu vas recevoir l'offensive de ton adversaire. OK. Hem, donc quand on réalise une action, défensive, positive, c'est-à-dire qu'en gros, si moi je défends la balle et que derrière j'ai l'opportunité de contre-attaquer, et que je fais pas le point et ben, souvent la grosse tendance derrière, c'est que quand on va se retrouver donc en side out, c'est quand on reçoit le service de son adversaire, OK. il y a un pourcentage de chances qu'on refasse une faute derrière. C'est un truc de malade. Il y a une connexion entre l'action qu'on vient de perdre, parce que c'était une chance de grappiller un point ou de passer devant ou de peut-être, remporter le set, que mentalement, tu vois, tu te retrouves dans une disposition où, tu es encore sur le point d'avant OK. et donc tu vas réceptionner la balle, tu es encore sur ton point d'avant, tu vas jouer ton action, tu vas pas la jouer dans le présent et tu as un temps de perdu et tu perds ce point et là, temps mort, tu vois? Et donc en fait, Mmh. nous, la règle qu'on s'était fixée, c'est que dès qu'on a une opportunité dans le set qu'on a ratée qui était importante, temps mort, on switch, tu vois? Donc on se prend le temps sur la chaise, à se discuter, tu vois, entre nous parce que tu as pas de coach. Donc tu dis: «OK, switch sur l'action suivante». C'est quoi? C'est on reçoit le service de son adversaire, on se concentre sur le ballon. C'est quoi Mmh. l'action qu'on va devoir faire, pour justement réceptionner correctement la balle? C'est un pas à gauche, un pas à droite, tu vois? Donc c'est vraiment la notion de geste technique sur OK. lequel on se concentre. Donc là, tu vas mentaliser ton geste technique et tu te concentres que sur ça et ça te détache en fait de ton point que tu viens de perdre OK. pour revenir sur le terrain et d'être dans le présent. Et donc, les switches, tu peux les faire comme ça avec un temps mort. C'est pour ça que les coachs prennent des temps morts. Oui. Mais tu peux le faire aussi hyper rapidement avec un ancrage que tu te crées et là, ça va très vite dans le temps et ça se construit. Tu peux le faire en allant, nous on avait plusieurs gestes, c'est soit, s'essuyer avec la serviette, donc qui est posée sur le côté, entre le poing. Boum, tu prends la serviette, tu t'essuies les lunettes, tu te essuies la crème solaire et ça te met dans un état de switch vers le point suivant. Moi, mon OK. truc, c'était de remettre la ligne sur le côté qui venait de bouger. Hop, je remets la ligne et ça crée plein OK. de tocs et c'est ce que tu vois dans le sport, comme Rafael Nadal et Ouais. ses 2 bouteilles d'eau devant lui. Ouais. Et c'est des tocs, des ancrages, en fait, que les athlètes se créent pour justement, se créer ce switch, cette phase, c'est un peu le bouton switch, OK. tu vois? Ouais, ouais, je vois très Et bien, ça te OK. permet de basculer sur la suite Sur un nouveau et mode, ouais. un nouveau mode, exactement. Et donc, il y a pas mal de notions, dont on parle maintenant en prépa mentale de PNL, de programmation neurolinguistique. Mmh mh. Donc où tu vas intégrer en fait, les sens dans ces gestes-là, tu vois? En fonction d'actions précises, un moment qui s'est bien passé et cetera, une action que tu as bien réalisée dans un match, bah, tu vas essayer de te la retravailler dans la tête, tu vas la revisualiser, tu vas essayer de comprendre les sens par lesquels tu es passé, en termes de toucher, tu vois? Si c'est le toucher du ballon, si c'est, le toucher du sable, au niveau des Mmh. pieds en dessous. En termes de sensations, corporelles, est-ce que tu étais plutôt relâché? Est-ce que tu étais plutôt contracté à tel moment? Et ça, je te dis ça, c'est décortiqué dans tout ton corps, c'est-à-dire au Ouais. niveau donc des jambes, du bassin, ça peut être le dos, le toucher de ballon avec la main. Ensuite tout ce qui est, auditif, tu vois? Ce que tu as entendu, c'est comment tu entends le ballon.
C'est-à-dire qu'en fait, un toucher de balle, c'est comme au tennis, tous les sports de raquette, de toucher. En Mmh. fait, tu as le bruit aussi tu sais, en fait, au toucher, tu sais très bien si Ouais. tu as réalisé l'action correctement. Tu sais Mmh. si ça part la bonne direction. C'est vrai. Je pense je pense à Stephen Curry au shoot. Je suis sûr, tu vois, bah, tu le vois, il sait exactement par rapport à sa sensation que la balle, elle part dans le panier à 3 points et pourquoi il se retourne avant même qu'elle soit rentrée. Ouais. Parce qu'en fait, il sait qu'il a fait exactement la sensation qu'il avait besoin, et qu'il a déjà vécu des Ouais. milliers de fois pour le coup avec Ouais, ouais. ses shoots à 3 points et ça, c'est hyper puissant et en fait, Tu as les odeurs aussi, je hem pense? et voilà, je voulais finir. Donc il Mmh. y a donc les odeurs et ensuite tu peux, donc il y a l'auditif, ce que je disais, le visuel évidemment, qui rentre en jeu et le but c'est, d'aller travailler sur toutes ce qu'ils appellent des sous-modalités en PNL, qui permettent en fait de créer une syntaxe. En fait, c'est, un enchaînement de sensations qui est propre à chacun, tu vois? Et qui permet d'ancrer en fait un moment, que tu aimerais reproduire et donc c'est comme ça que, les plus grands coachs, quand ils arrivent à travailler avec un athlète, ils vont travailler sur ces moments de performance, de grands moments, de victoire et essayer de comprendre quel est l'état dans lequel l'athlète s'est mis Mmh. pour le reproduire sur la compétition suivante et je reproduis ça du coup là dans ma vie, active en tant que coach, en tant qu'entrepreneur. J'essaie de comprendre en fait les états que j'ai pu avoir même dans le sport pour les reproduire moi là dans ma vie active. C'est de comprendre, OK, c'est quoi la dynamique que j'ai quand j'ai, chopé un nouveau client, quand j'ai Mmh. développé mon activité et cetera et recréer cette dynamique. Donc tu vois, en bizdev, clairement, il y a par exemple, la notion du cold call. Ouais. Bah, c'est quoi la Ça, dynamique de cold en call dans laquelle commercial, je traduis parce que si tout le monde n'est pas ouais, forcément dans commercial oui, et cold call, ça c'est appel marche. à froid, de la prospection, concrètement. Très bien, ouais, tu fais bien, Kevin. Mais en effet, en prospection, quand tu passes, une série d'appels, tu vas jamais être dans le même état, on va dire mental et physique quand tu abordes ces moments-là et en fait, il y a des moments où tu vas être surperformé et c'est là où il faut que tu identifies de suite: «OK, qu'est-ce que j'ai fait pendant cette session? J'étais comment? J'étais debout, assis, en train de marcher, souriant, j'étais dynamique, je parlais vite, je parlais lentement, c'était quoi ma posture?» Mmh. Et ça, tu vas essayer de reproduire ça et donc ça se travaille avec du coup la PNL par exemple. OK. Donc tu vois, ça se travaille dans tous les domaines et donc c'est là où, bah, moi le coaching me passionne, tu vois? Et c'est comme ça que j'essaie d'accompagner mes clients aujourd'hui. Carrément et d'ailleurs, tu t'es lancé dans cette activité de coaching, maintenant. Tu pars de quel constat, enfin, tu vois, quels sont les grands problèmes en général que tu identifies, en accompagnement avec les dirigeants? Ouais, alors donc il y a le premier constat, c'est, en tout cas la notion d'être en surmenage, tu vois? Donc on rejoint encore le sujet du burn-out qui est un sujet sensible, mais c'est vraiment cette notion de perdre, la notion de maîtrise sur son quotidien, son rythme Mmh. d'emploi du temps. On est complètement dépassé par, tous les rendez-vous qu'on a à faire, les tâches, à réaliser, les to do, donc les listes de choses à faire, qui sont, interminables et tu as l'impression d'être complètement dépassé. Mmh. Déjà, ça, c'est un premier constat et du coup, qui crée un vrai déséquilibre, dans ta vie, donc là, pour le coup, vie privée et en fait, la première solution que j'essaie de comprendre, en tout cas apporter, en questionnant du coup, les personnes qui sont dans ces situations, sensibles, c'est comment recréer de l'équilibre dans ce déséquilibre. Chose que tu vis constamment quand tu es sportif de haut niveau parce qu'en fait, tu es tout le temps en Ouais, déséquilibre parce que, tout en bah, c'est tension, le quoi. propre, Mmh. tout le temps en tension, tu es tout le temps à haute dose, de sport, c'est pas recommandé. Mmh. Comment tu fais pour garder ton équilibre dans cet état-là? Et c'est là où du coup, je viens, apporter des solutions, des clés, donc là plutôt, dans une position de mentor, que celui de coach. Donc pour resituer la différence entre coach et mentor, Mmh mh. donc le coaching, c'est vraiment un accompagnant qui va t'aider à répondre toi-même à tes questionnements. Donc tu vas te trouver tes propres, solutions. Mmh. Et ça d'ailleurs, c'est
pour moi la solution numéro 1 avant tout, d'être tout le temps maître de son projet, acteur en fait de ses propres décisions. Tu vois? On n'est pas, on n'est jamais autant engagé, quand c'est, soi-même qui avons du coup, pris les choses en main Oui, mmh, et pris les choses en main pour tester, quitte à se planter, tu vois? carrément. Heu et ça, c'est vraiment un truc que j'ai bien compris, c'est que je préfère me planter et avoir pris moi ma propre décision et pour le coup, là, je l'ai fait plusieurs fois dans ma vie avec des transitions de vie, passage Ouais, du volley au beach volley, du beach volley au café, du café de nouveau au beach volley, puis du beach volley au salariat, enfin l'entrepreneuriat. Donc à entrepreneuriat, chaque fois, ouais. j'ai toujours tout simplement suivi ma propre décision. Et ça, donc ça, voilà, ça c'était, j'ai un peu, je me suis un peu écarté de ta question, mais du coup, c'était, pour rebondir sur la notion de surmenage et de déséquilibre. Donc, le burn-out, ça, c'est la première chose. Ensuite, tu as des personnes qui, sont tout simplement aussi donc pas Mmh, alignées dans ce qu'ils font, dans leur vie professionnelle avec, bah, leurs aspirations, leur plaisir, leur épanouissement. Et ça, c'est un vrai sujet. Je pense que tu as beaucoup de personnes, aujourd'hui qui font des jobs, très bien payés, oui, avec des gros postes, de salariés et cetera, mais qui ont peur, en fait, de quitter ce statut, parce que, bah, voilà, ils sont habitués à un train de vie, mmh, et c'est normal aussi, d'un point de vue stabilité, hein, si on a une bien famille et sûr. cetera. Mais en réalité, est-ce qu'on est vraiment heureux? Heu je pense qu'on peut poser la question à beaucoup de gros dirigeants salariés dans ce cas dans cette situation et je pense qu'il y en a beaucoup qui vont répondre qu'en fait, ils se voient, ils rêvent, ils se rêvent ailleurs, en fait. Mmh, Et complètement. je pense que, là-dessus, bah, c'est pareil. L'objectif, c'est de débloquer, en fait, ces peurs parce que je pense que ça c'est créé par heu, des peurs du regard aussi des autres, qu'on se crée par nos expériences et pareil, bah, là, au travers des expériences que j'ai pu vivre, j'ai jamais eu peur du regard des autres, et d'aller dans les directions où j'aspirais être le plus heureux donc c'est comment, identifier vraiment ce que les personnes, aiment faire dans leur quotidien, OK. heu et surtout là où est leur zone de compétence, tu vois? C'est comment tu alignes ces compétences, ces expériences, ces épanouissements, tout ça équilibré évidemment avec, la vie privée, la notion de vie de famille et donc l'aspect, plus financier, et donc j'accompagne ces personnes aussi, pour trouver ce sweet spot, Bah, du coup, j'étais sur pour ton site, épanouissement. j'ai vu que tu parlais de l'ikigai. En fait, c'est ça derrière l'ikigai, Ouais, ce concept japonais, c'est un alignement entre ce que tu sais faire, comment tu pourrais gagner ta vie, qu'est-ce qui te passionne, qu'est-ce qui servirait, aux gens, c'est tout un à peu ça? fait. Ouais et OK. C'est bah, exactement, tu viens de traduire, en un mot, donc Ouais. l'ikigai, tout à fait. Ah beh, je l'ai vu sur ton site, c'est pour ça que j'ai rebondi dessus. Ouais. Mais, OK, ouais, donc OK, je comprends. Tu accompagnes aussi sur cette partie, trouver, bah, plus de sens à ce qu'on fait, au quotidien, quoi. Voilà, donc ça, c'était donc ça va être les 2 gros sujets et après, heu, l'idée, c'est d'intégrer, donc 3 piliers forts. Je vais travailler autour de 3 gros piliers. C'est même 4 piliers en réalité, donc ça va être, l'alimentation, qui a été vraiment un sujet pour moi pendant très longtemps, donc retravailler autour du pilier de l'alimentation. Ensuite, la partie activité physique, Oui. donc je parle pas forcément de musculation ou autre, mais c'est vraiment une notion d'activité physique, régulière, adaptée à ses aspirations, à son confort, Mmh. et donc ça, c'est le deuxième pilier et ensuite le troisième pilier, ça va être le pilier plutôt donc mental, au travers de méditation, de respiration, au travers de repos, de coupures, de hobby. Donc là, je travaille sur ça avec sur le troisième pilier et donc le quatrième pilier qui pourrait s'insérer dans la partie, bien-être mental aussi, mais ça va de pair au final, c'est, le sommeil, Mmh. qui fait partie quand même du pilier physique et mental en fait, hein, Mmh. qui est donc le moment où on va le mieux récupérer, qu'on néglige en fait, heu, réellement, je l'ai vu encore plus dans notre vie active,
autant dans le sport, on le néglige pas du tout parce que si tu dors pas, tu es mort. Ouais. On fait beaucoup de siestes, moi je faisais beaucoup de siestes à l'époque parce que tu as le temps Mmh. et parce que c'est réparateur et si on n'a pas notre dose de récupération au travers du sommeil, sur le terrain, tu bouges pas, tu t'enchaînes pas en fait, tu enchaînes pas Ouais. les entraînements à haute dose. Dans la vie active, par contre, c'est plus facile de pas dormir parce que tu enchaînes, tu es derrière ton écran, tu as cette notion de sédentarité en plus horrible, Ouais. qui s'ajoute à ça et tu te retrouves à avoir en plus tu as plusieurs vies dans une journée parce que, je parle pour ceux qui sont aussi, parents. En fait, tu te retrouves à devoir gérer les enfants, le soir, faire à manger, le lendemain se lever tôt, gérer les enfants, amener à l'école et en fait, le week-end peut-être rattraper du retard sur du travail que tu avais Mmh. et puis et en fait, avoir un rythme de vie, en termes d'équilibre qui est complètement chamboulé, désordonné et du coup, le sommeil fait partie de ces piliers réparateurs qui est négligé et donc moi, mon objectif et ma mission à chaque fois quand, j'échange avec, un client, c'est ça, c'est de retravailler sur ces piliers, remettre de l'ordre là-dessus, l'adapter à ses besoins, parce que chacun a ses propres besoins, ses propres rythmes et travailler dessus sur, des phases de 3 à 6 mois, jusqu'à ce qu'ils deviennent complètement autonomes OK. et j'aurai réussi l'accompagnement quand il sera autonome. Excellent. Non, mais je comprends bien l'aspect des piliers, c'est vrai que c'est, je pense qu'être pilier important, pour, tenir sur le long terme, quoi. Ouais, OK. Et si on a envie de se faire accompagner par toi, on peut passer via le site internet? Tu peux juste nous rappeler l'adresse, comme ça on Ouais, alors le site internet, c'est npmgcoaching.com, donc NPMG, No Pain, More Gain, coaching.com. Donc d'ailleurs, c'est le leitmotiv que j'ai transformé, que vous devez connaître, du coup, dont vous devez connaître l'origine. Donc No Pain, No Gain, donc pas de résultat sans douleur. C'était un peu l'état d'esprit dans lequel j'ai été pendant trop longtemps en tant que sportif et mmh. j'ai transformé ce mindset en no pain, more gain, donc sans douleur, plus de résultats. Et donc, ça traduit tout simplement l'état d'esprit de mon coaching aujourd'hui. La notion Donc, de en effet, plaisir en donc sur plus, le quoi. co exactement, la notion Ouais, de plaisir, je pense que, on ne performe pas sans prendre du plaisir. c'est clair. Et sinon, c'est LinkedIn. LinkedIn, OK, voilà, directement, on m'envoie un message et carrément. Tu réponds, je suis témoin. Alors, bah, trop bien, écoute, franchement, merci d'avoir partagé tout ça. Pour conclure, l'épisode, j'ai 2 questions en général que je pose, aux invités. La première, est-ce qu'il y a une personne qui t'inspire particulièrement? il y a beaucoup de personnes qui m'inspirent selon les différents domaines. Hem, Là, récemment, dans le domaine du coup du coaching, c'est Tony Robbins qui OK, m'inspire beaucoup. Ensuite, dans le domaine du sport, il y a, plusieurs athlètes, mais bah, je pense qu'il y a un copain qui m'inspire du coup, c'est Luka Karabatic. OK. Voilà, parce qu'il a géré sa carrière, à sa manière et pareil en suivant en fait, tout simplement son plaisir, son épanouissement et ça a été inspirant pour moi, même dans mes choix de carrière aussi. Donc ça reste un exemple aussi et puis, et après je dirais plus dans le monde de l'entrepreneuriat, j'essaie de trouver un peu des mentors aussi, là-dedans et il est pas forcément exposé au monde, public, mais c'est Achille Campion qui est un ancien joueur de foot de National, OK. qui a en fait, repris, les activités de son père, qui est un gros entrepreneur, du coup, dans les franchises du groupe Bertrand et c'est un gars qui aurait pu qui a fait une super carrière dans le foot, mais voilà, à son échelle. Donc c'est de la nationale, c'est, de la première div, irlandaise et OK. donc c'est pas mais il était pro, tout simplement. Et il a fait un MBA et derrière, est devenu une machine d'entrepreneuriat il s'est pas appuyé uniquement sur son père. D'ailleurs, le père, le laissait, gérer tout seul, se casser les dents et tout ça et donc c'est quelqu'un avec qui je suis beaucoup en contact,
qui m'aide beaucoup et donc qui m'inspire aussi. Bah, alors déjà, National 1, c'est déjà un sacré niveau, donc non, quand même, respect déjà pour la carrière. Et la deuxième question, de quoi rêves-tu maintenant, Edouard? Ça, c'est une très belle question. Mon rêve, aujourd'hui, évidemment, le but, c'est d'aligner, comme je te disais, tous ces aspects autour de l'ikigai et mon rêve, c'est de développer mon activité de coaching. Donc si je parle, sur l'aspect professionnel, c'est vraiment d'avoir une activité qui tourne, qui me permet de vivre sereinement avec ma famille, pour qui je peux, du coup, financer, les vacances qu'on veut sans se prendre la tête à regarder le compte en banque. Carrément. Heu, les prendre quand on veut aussi, avoir cette notion de liberté. Ça, c'est vraiment un rêve qui est ancré et il est écrit, tu vois? D'ailleurs, on le voit pas forcément derrière, mais j'ai un mood board, qu'on a fait avec ma famille, avec mes filles, où on a mis en photo, en fait, tous nos rêves et du coup, bah, moi, j'ai un J'adore. rêve, c'est d'avoir un chalet en montagne. Donc j'ai une photo d'un chalet en montagne avec un mec qui fait de la rando et Trop moi, bien. voilà, je veux pouvoir partir en montagne quand je veux, accompagner un max de personnes, de dirigeants, de salariés pour les aider aussi à vivre leurs rêves, parce que je suis un grand rêveur. Trop bien, excellent. Bah, merci pour l'échange, c'était hyper inspirant et bravo pour tout ce que tu as fait déjà. Et je pense que ça va être bien utile pour les auditeurs. Bah, merci Kevin, de m'avoir du coup reçu, c'est, avec grand plaisir. Merci Edouard, salut. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu et que vous avez appris des choses. Si c'est le cas, merci de mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify et surtout de partager cet épisode autour de vous. N'hésitez pas à me faire part de vos retours pour les prochains épisodes. Je vous dis à bientôt sur Objectif Mental.